messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Bombardement du camp militaire centrafricain. Hier, attaque terroriste au niveau de la maison russe à Bangui. À qui profite le crime? Quels sont les commanditaires? Pourquoi comme cible la maison russe de Bangui et qu'on vient de souligner, chers téléspectateurs, que le chef de la maison russe du côté de Bangui a été victime de blessures sévères. Il s'agit de cette attaque terroriste. Pour donner plus de précision, il s'agit tout simplement d'un colis piégé que ce dernier a reçu et à l'ouverture, ce colis a explosé et il convient de souligner que la Fédération de Russie s'est indignée face à ces différents attentats, autant pour moi, qui se vivent du côté de la République centrafricaine, sans oublier le fondateur du groupe Wagner qui a pointé un doigt accusateur sur la France et la France qui a rejeté ces différentes accusations. Mesdames, Messieurs, un autre sujet au cœur de ce programme, on va s'intéresser ce soir également à la géoéconomique internationale, précisément la question de l'indépendance financière et monétaire de l'Afrique, préalable au développement économique. À quand la libéralisation totale de l'Afrique? À quand la fin de la servitude? Quels sont les prérequis pour arriver justement à une véritable souveraineté monétaire? J'y arrive finalement. Pour en parler, deux plateaux spéciaux pour la circonstance et le premier plateau constitué de M. Ngoudji Béanzin. Bonsoir. Journaliste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir une fois de plus à monsieur Ngouti Béanzin. C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine, précisément dans le cadre de ce programme Mérite panafricain des premières dames. Vous êtes analyste politique, mais également le président de la Ligue africaine de défense noire. Vous militez corps et âme pour la libéralisation totale des États africains. Un autre invité, et pas des moindres, Madame Linda Labavi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média, bonsoir à vos invités et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je viens de le rappeler, chers téléspectateurs, que dans le cadre de ce programme, le plateau spécial, le premier plateau sera également, on aura à côté de ces deux experts de haut vol, nous aurons un habitué de ce programme, M. Adrien Boquet, qui justement, ancien militaire français, aujourd'hui journaliste indépendant de guerre. Il sera des nôtres à coup sûr de... Voilà, la réalisation nous signale que M. Adrien Boquet est des nôtres. Bonsoir, M. Adrien. Bonsoir à tous, merci beaucoup de cet accueil. Excusez-moi pour la qualité de l'image, et si ça coupe, je suis bombardé depuis 30 minutes. Je suis dans le Donbass, au niveau de la ligne de front, au niveau de Bakhmout. Je suis à quelques kilomètres de Bakhmout. Nous sommes en plein tiraillage de roquettes et de missiles. On a pris 5 missiles il y a quelques minutes. Donc voilà, donc j'espère rester avec vous. J'espère que la qualité d'image sera assez correcte. Voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut, mais encore toutes mes excuses du coup pour la qualité. Je vais essayer d'être le plus performant possible pour cette émission de ce soir. On va rester avec vous. Déjà, en accueil, vous l'avez souligné que vous êtes dans le Donbass et que actuellement vous êtes, du moins l'équipe avec laquelle vous êtes victime de, on va le dire, des échanges de tirs. Expliquez-nous dans les détails, en ouverture comme ça, qu'est-ce qui se vit actuellement dans le Donbass, où vous êtes? Exactement. Donc moi, à la base, je suis situé donc à Donetsk. Donetsk, c'est la ville principale qui est à 14 km de la première ligne de front. Je tiens à préciser que Donetsk est un centre-ville où il n'y a que des civils, il n'y a pas de militaires, pas d'armée, rien du tout. Et cette ville est bombardée jour et nuit avec des roquettes, des missiles, des obus. À 70%, ce sont donc des missiles et de l'armement américain et français. Tous les 2 jours, nous avons des dizaines de blessés et de morts civils
je dis bien civiles, hein, ce sont simplement des infrastructures civiles, des résidences qui sont visées tous les jours et toutes les nuits. Moi, je suis un petit peu plus proche, donc je suis vers Bakhmout, la fameuse ville qui est prise à 80% par principalement Wagner ou des militaires russes. C'est pour ça que ce soir, on va pouvoir parler de pas mal de choses. Et je suis donc accompagné de militaires russes ou de militaires Wagner au niveau de Bakhmout. Actuellement, Bakhmout, pour vous résumer, il y a à peu près plus de 200 morts par jour. Principalement côté ukrainien, les forces de frappe russes sont extrêmement fortes. C'est-à-dire que la Russie a une puissance d'artillerie extrêmement forte, extrêmement lourde tous les jours. Donc moi, je vous confirme que tous les jours, on va dire que le régime de Kiev perd entre 200 et 250 personnes militaires. Hein. Je parle bien militaires au niveau de Bakhmout. J'ai parlé cruellement, hein, c'est une boucherie. Hein, c'est complètement une boucherie ici. C'est pour ça hein, qu'ici, moi, je suis un petit peu sur le côté, mais on est énormément bombardé contre la contre-offensive ukrainienne. Tout à l'heure, je ne pouvais pas me connecter parce qu'on a reçu 5 missiles à peu près à 50 mètres d'ici. Les combats ici au niveau de Bakhmout et la ligne de front de Donbass sont extrêmement intenses. Mais ce que je regrette, c'est que le régime de Kiev répond fortement au niveau de Donetsk et cible des civils au lieu de cibler, si vous voulez, l'armée. Ce qui est vraiment extrêmement regrettable. Donc ici, c'est extrêmement dangereux actuellement. Le Donbass, c'est de plus en plus dur. Le Donbass, qui s'était calmé il y a quelques mois, a repris, on va dire, une intensité qui est vraiment terrible. Pour vous dire à quel point, c'est-à-dire même le gouvernement ici du Donbass, c'est-à-dire tous les infrastructures officielles, mairies, ceux qui font les papiers, les passeports, tout est fermé. Les personnes qui travaillent officiellement, les fonctionnaires, on leur demande de rester chez eux et de ne pas sortir. Donc, il reste encore quelques magasins ouverts, etc. Mais il y a une intensité qui est extrême au niveau de Donetsk. Et je tiens à le repréciser, Donetsk qui est dans le Donbass, c'est un centre-ville où il n'y a pas d'armée, pas de camp militaire. Vous avez que des citoyens et des civils. Et malheureusement, le régime ukrainien n'arrête pas de bombarder et cibler des résidences. Hein. Vous pouvez regarder sur mon canal Telegram, je poste des vidéos tous les jours, maintenant même avec un drone, où vous voyez des bombardements dans des résidences, dans des chambres d'enfants, dans des bus, etc. Donc j'apporte les preuves que l'Ukraine est en train d'attaquer massivement les civils, je dis bien les civils, avec des armes européennes et américaines. C'est inadmissible. C'est un crime contre l'humanité, hein, tout simplement. C'est-à-dire le régime de Kiev est en train de tuer des civils pour rien. Comme à son habitude, les Occidentaux ne disent rien, n'en parlent pas. Donc j'essaye vraiment de diffuser un maximum sur le canal Telegram, qui est juste Adrien Boquet. Et c'est là, en ce moment, ce que nous vivons dans le Donbass est extrêmement terrible. Pour ces informations fraîches du Donbass, tout ce conflit russo-ukrainien qui se vit. Et d'ailleurs, vous nous apportez justement tous ces détails importants pour vivre de guerre et ce qui se passe. On va le dire ainsi, ce qui se passe c'est Donbass. Le temps de vous de souffler un peu. Adrien Boquet, on va passer la parole à Monsieur Ngouti Béanzan. On va s'intéresser précisément cette attaque terroriste du côté de la maison russe Tanguy. Monsieur Ngouti Béanzin, Oui, au départ, du camp militaire centrafricain, hier, terroriste de la maison russe qui, comment expliquer ces agressions. Et moi, je le répète encore une fois, il est peut-être temps que le président centrafricain prenne vraiment des décisions à la hauteur de ces agressions qui arrivent, orchestrées, perpétrées contre la Centrafrique. Parce que l'attaque contre la maison russe n'est pas une attaque
seulement contre la Russie, mais aussi contre la Centrafrique, contre le peuple centrafricain et contre les autorités centrafricaines. Vous imaginez, maintenant, il y a des attaques terroristes contre des personnes directement en Centrafrique. On envoie des colis piégés à ces personnes. Parce que Dimitri Sitai a été visé parce qu'il se trouve en Centrafrique, parce qu'il y a une coopération militaire entre la Centrafrique et la Russie. Mais au-delà de l'attaque qui vient de s'abattre, l'attaque terroriste qui s'est déroulée en Centrafrique, à Bangui, au cœur de la capitale, c'est comme si demain, à Paris, l'ambassade russe venait de se faire attaquer avec un colis piégé rempli de bombes par les services de renseignement britanniques. Parce que ce qui s'est passé à Bangui, pour ceux qui ne le savent pas, je le dis ici, l'attaque a été perpétrée, organisée par la DGSE, la Direction générale des services extérieurs française, qui est, on va dire, une organisation qui n'est plus indépendante, mais qui aujourd'hui travaille directement pour les services britanniques, le MI5 et la CIA, puisque la France est devenue une colonie américaine et britannique. Donc, voici que la DGSE de base, qui est censée défendre la France, se met maintenant à tuer ou à tenter à la vie des citoyens dans un autre pays, dans un État souverain. Parce que la DGSE, pour ceux qui ne le savent pas, il y a le service action de la DGSE, qui comporte à peu près 800 tueurs. C'est ce qu'on appelle les tueurs de la République. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'expliquais aux gens de s'intéresser au livre Les tueurs de la République pour comprendre et savoir le mécanisme mis en place au sein de la DGSE pour éliminer des cibles qu'ils désignent comme potentiellement, ennemis de la France. Ça veut dire que, et j'expliquais que des gens comme nous, les leaders panafricanistes d'opinion comme nous, sont aujourd'hui la cible de ces tueurs de la République. Donc l'attaque terroriste perpétrée par la DGSE en Centrafrique, comme Dimitri Sitai, doit tous nous interpeller, nous les panafricanistes. Ça démontre que l'impérialisme est blessé, et quand l'impérialisme est blessé, il devient féroce. Et donc, ils utiliseront tous les moyens possibles, quitte à tuer, parce qu'ils ne savent faire que ça, pour préserver leurs privilèges, leurs intérêts. Et après, le responsable de la maison russe, qui est en même temps responsable de la diplomatie russe en Centrafrique, qui est visé par une bombe dans un colis envoyé par la DGSE. Ça veut dire que soutenu par la France. Alors, moi, je pose la question à mes camarades panafricanistes et au peuple africain qui nous écoute ici. Qui sont les prochaines cibles, à votre avis? Parce que nous les connaissions déjà. Ils les désignent à longueur de journée dans leurs médias comme des agents russes. Et qui sont ces personnes? C'est nous les panafricains. Il ne faut pas croire que là, ça vise en russe et que ça ne va pas arriver sur nous. Non, ils ont décidé de passer à l'étape supérieure, de tuer. Et donc, ils le font avec les Russes. Et les prochaines cibles, c'est nous. Donc, je profite aussi pour dire à mes camarades panafricanistes, s'il vous plaît, soyons vigilants. Renforçons la vigilance. Parce que nous sommes arrivés à un niveau de la lutte. Nous sommes à un carrefour du changement de l'hégémonie occidentale et française sur le continent africain. Et aujourd'hui, on doit comprendre que nos vies sont menacées. Et tout ce qui nous arrivera sera la responsabilité du gouvernement français, de la DGSE, parce que nous le savons, que nous sommes traqués et qu'on est sur une liste de personnes à éliminer. Et on le voit sur Twitter. D'ailleurs, ce soir, j'ai répondu à la diplomate nommée par Macron qui ne cesse de nous menacer sur Twitter, de nous insulter, de nous attaquer sur Twitter. Une seule réponse. Et elle n'a pas hésité à me bloquer sur Twitter. Elle s'appelle Anne-Sophie Ave. Elle a été nommée par Macron diplomate pour l'Afrique. Et allez sur son Twitter, allez manifester sur son Twitter, regardez les propos que cette diplomate n'hésite pas à tenir contre les panafricanistes. Elle menace ouvertement les panafricanistes sur son Twitter. Donc, l'attaque terroriste en Centrafrique doit
comment dire, envoyer des signaux très graves au président centrafricain pour dire au président centrafricain qu'il faut relever la sécurité, l'alerte en Centrafrique, parce qu'aujourd'hui, c'est une guerre déclarée directement contre la Centrafrique, mais pas seulement aux Centrafricains, mais au peuple africain. Parce qu'en plus d'utiliser le terrorisme international financé sur nos terres, maintenant, c'est directement eux-mêmes qui utilisent des bombes piégées pour s'en prendre aux civils. Et comment on ne peut pas déclarer la France comme un État terroriste? J'ai déclaré que la France était en État terroriste. La classe politique, les médias sont tombés tous sur moi. Mais la preuve est là que ces personnes sont des sanguinaires, sont des barbares. Ils n'hésitent pas à envoyer des bombes pour tuer des civils dans le Donbass. Ils n'hésitent pas à envoyer des bombes, à donner des armes à des terroristes pour tuer des civils au Mali, tuer en Centrafrique. Ils n'hésitent pas à soutenir des régimes qui tuent leur population. Jusqu'à quand nous allons rester les bras croisés et regarder ces personnes-là nous marcher dessus, nous éliminer, s'en prendre à nos vies, à nos familles, occuper nos terres? À un moment, je pense qu'il faut radicaliser notre lutte comme eux, en face d'eux, se radicalisent dans leur réponse, alors que jusqu'à maintenant, nous, on défend seulement, on combat seulement avec des mots. Je pense qu'il est maintenant temps de radicaliser notre lutte. Merci, Monsieur Ngouti Béanzin, pour ce premier jet d'intervention. Alors, Madame Linda Labaoui, pour plusieurs, le choix de la maison russe du côté de Bangui n'est pas anodin, ce n'est pas un cas fortuit, ce n'est pas un cas isolé. Selon vous, pourquoi la maison russe comme cible de cette attaque terroriste? C'est symbolique. Malheureusement, c'est symbolique. Il faut savoir une chose. En 1975, quand les États-Unis ont décidé d'actionner l'opération Safari Club, j'en ai parlé souvent, et j'avais expliqué ce que c'était. On peut trouver toute la documentation sur Internet. Quand on a actionné cette opération, donc c'était à la demande de Kissinger, parce qu'il l'a avoué beaucoup plus tard, c'était pour casser l'Union soviétique en Afrique. Et cette opération a démarré à partir de Casablanca. Et c'est une opération où il y avait beaucoup de pays impliqués dedans, et elle avait coûté à l'époque, jusqu'en 1989, elle avait coûté 125 milliards de dollars. On parle de l'époque. C'était je dirais extraordinaire, une somme pareille déboursée pour casser l'Union soviétique. Et l'Union soviétique a commencé à perdre justement dans le Sahel. Aujourd'hui, la Russie, l'héritière de l'Union soviétique, revient, et elle revient en force. On remarquera que plus la Russie s'installe en Afrique, plus l'OTAN, les Américains, les USA et leurs alliés s'impliquent en Ukraine. La guerre, elle est en Ukraine. L'objectif, c'est l'Afrique. Je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai même expliqué. Les richesses de l'Afrique permettront à tous les pays de l'OTAN, donc les États-Unis et leurs alliés, de sortir de la crise déjà Covid et maintenant la crise ukrainienne. C'est ça l'enjeu. Donc c'est symbolique aussi. Pourquoi? Parce que si on parle un peu dans le domaine de la guerre, tout ça, là on cible les civils, ça veut dire que c'est une guerre ouverte, c'est une guerre sans règles, il n'y a pas de règles. Pourquoi on s'étonnerait qu'on cible un civil ou des civils? Eh bien, ça a commencé il y a longtemps. Les Américains ont commencé. La véritable guerre qu'ils ont fait, c'était en Asie. C'était la guerre du Vietnam. Ils ciblaient principalement des civils. Avant que ce colis piégé ne soit envoyé à la maison de la Russie, il y a un mois, il y a eu la même chose en Espagne. Vous n'avez pas suivi l'affaire, mais finalement, les Espagnols ont parlé d'Ukrainiens, ils n'ont pas parlé de Russes.
Donc c'est des Ukrainiens qui ont envoyé ça. Ce genre de choses, ça a toujours existé. Maintenant, il y a ce que je peux dire aussi, Monsieur Béancin comprendra mieux ce qui se passe pour pour des intérêts communs, c'est une opération commune. L'Afrique, c'est un terrain de jeu depuis pas mal d'années. C'est devenu un terrain de jeu de tous les services secrets. Même les Suisses. On croit que la Suisse est un pays neutre. La Suisse n'a jamais été un pays neutre. Elle ne le sera jamais. On a vu des Suédois, soi-disant les plus démocrates du monde. Mais regardez un peu dans toutes les forces qui sont redéployées en Afrique. Et j'ai expliqué aussi plusieurs fois que tout ce qui est casque bleu, tout ce qui vient de l'ONU, finalement, c'est quoi? C'est les pays de l'OTAN qui se sont redéployés. Donc, pour des intérêts communs, il y a une opération commune. On ne peut pas s'étonner de voir que c'est la CIA avec la DGSE ou avec le Mossad. Il ne faut pas négliger le Mossad. Surtout que Israël avait demandé d'intégrer l'Union africaine comme membre observateur et on l'a bloqué. Ce genre de pratiques, c'est les pratiques du Mossad aussi. Il ne faut pas les exclure. Ils sont plus dangereux que la CIA et plus dangereux que la DGSE. C'est sans pitié, sans règles, mais il n'y aura aucune sanction contre eux. On voit ce qu'ils font en Palestine, par exemple. Il n'y aura pas de sanctions. Donc les pays qui ne sont pas sanctionnés pourront jouer comme ils voudront. Aussi, pourquoi cibler la République centrafricaine? Les Russes, quand ils sont revenus par la République centrafricaine. Donc c'est vraiment symbolique. C'est une guerre ouverte. Il n'y a pas de règles. Ça peut aller très loin. Mais ce qui est rassurant, on a vécu tout ça dans les années 60 et 70 jusqu'aux années 80. Les chefs d'État panafricanistes, on les a tous éliminés un après l'autre, à commencer par Modibo Keïta, paix à son âme. Donc aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, il y a une force de ces peuples africains qui veulent s'affranchir. Donc on va éliminer le symbole de celui qui veut les affranchir, donc la Russie. Voilà ce qu'on veut éliminer. Mais les Africains, bien sûr que moi-même je suis une cible. Tout le monde est une cible. Mais ce qu'il y a, le combat est fort et important et profond aujourd'hui. On ne pourra pas éliminer toute l'Afrique. C'est ça qui est important. Alors que dans les années que je viens de citer, 60, 70, 80, on a éliminé les leaders. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader. J'en ai parlé l'année dernière, à la même époque, j'avais parlé du sociologue Melk Benabi, un Algérien qui a fait réussir la guerre d'Algérie. Justement, il avait fait une étude par rapport à comment on peut se débarrasser d'un colon. Il ne faut pas qu'il y ait de leader pour ne pas que cette révolution ou cette révolte soit volée. Il ne faut pas qu'il y ait de leader, parce que si on le tue, on tue la révolution avec lui. Et ça, on l'a vu à travers même l'Amérique du Sud. Donc aujourd'hui, ce qui est rassurant dans l'histoire de l'Afrique, c'est que nous n'avons pas de leader. Chacun se représente lui, il représente son pays et il représente son continent, l'Afrique. C'est ça qui est rassurant dans tout ça. Donc, ils pourront toujours cibler le symbole de la Russie, mais ce n'est pas la Russie qui a dit aux Africains « je veux venir vous affranchir ». C'est l'Africain lui-même qui a décidé de prendre son destin en main. Et il y a cette prise de conscience qui dérange aujourd'hui l'Occident par rapport à ce qui se passe en Ukraine. À chaque fois qu'ils veulent sanctionner la Russie, c'est un boomerang, ça leur revient en plein visage, ils ne savent plus quoi faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de nous importer cette guerre qui se déroule en Ukraine. Ça va être du terrorisme chez nous. Mais revenez un peu en arrière, celui qui veut comprendre mieux la chose, il n'y a rien de nouveau, ce genre de pratique. Ça s'est déjà fait. Il n'y a pas longtemps, c'était Daria Dugin, paix à son âme aussi. C'est de la même manière.
Donc, ça ne s'arrêtera pas là et ça ne s'arrêtera jamais. Je vous le dis tout de suite, ça ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours des esprits malsains qui voudront profiter des autres. Que si ça s'arrête en Afrique, ça va renaître ailleurs. Donc, il ne faut pas s'imaginer que ça va être facile. C'est le combat de l'être humain, le bien contre le mal. C'est ça dans quoi nous sommes, nous, les Africains, c'est notre combat. Mais encore une fois, ce qui rassure, c'est que maintenant, toute l'Afrique s'est réveillée, à part bien sûr les traîtres que nous avons. Mais sinon, c'est toute l'Afrique qui veut s'affranchir. Il n'y a pas de leader et ils peuvent toujours cibler des gens. Il y aura toujours quelqu'un d'autre derrière pour reprendre le flambeau. Linda Lavawi pour cette première intervention. Alors, si on aura la possibilité d'avoir Monsieur Adrien Bocquet, j'ose croire que la réalisation... Oui, voilà. Merci à la réalisation pour ce retour. Alors, Monsieur Adrien Bocquet, selon vous, que recherchent les ennemis de la République centrafricaine? Vous avez à coup sûr suivi cette actualité. Vous êtes journaliste indépendant de guerre, qu'on vient de le souligner aux téléspectateurs. Vous avez suivi cette actualité, le bombardement du camp militaire du côté de... Voilà, le camp militaire centrafricain. J'y arrive finalement. Par la suite, la maison russe du côté de Bangui. Que recherchent véritablement les ennemis de la République centrafricaine? Alors, moi j'ai beaucoup d'informations justement à ce sujet. Comme vous le savez, donc je suis dans le Donbass au niveau de la ligne de front donc de Bakhmout, où justement se bat et se trouve Wagner, donc le groupement Wagner. C'est justement ce groupe Wagner qui s'occupe dans la majorité et qui était chargé de la protection une partie de Monsieur Dimitri qui a subi cet attentat. Je voudrais souligner ça. Donc actuellement, je côtoie donc des militaires de Wagner et en fait, normalement, je dis bien normalement, cet attentat devait être revendiqué par le SBU. Donc le SBU, ce sont les services ukrainiens secrets, les services secrets ukrainiens. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Comme vous l'avez vu, Wagner, qui sont des militaires privés et qui étaient chargés d'une partie de la sécurité de Dimitri, ont justement, d'après les informations, ont réussi donc à intercepter, c'est ce qu'on appellerait donc un courrier avec des ordres par rapport à ce courrier, à ce colis piégé qui a été envoyé à Dimitri. Donc je vous répète ce que on m'a dit principalement par Wagner, par des militaires de Wagner. Donc normalement cet attentat devait être par la suite revendiqué par le SBU. À savoir que ces attaques par courrier piégé est l'une des spécialités du SBU. Le SBU a une spécialité à envoyer des colis piégés ou même des lettres piégées. Donc, il était convenu d'attaquer et d'essayer de tuer donc Dimitri de cette façon pour que le SBU puisse après revendiquer donc cet attentat. Sauf que entre-temps, la compagnie donc Wagner aurait donc intercepté des documents secrets et codés qui justement mettraient en cause donc la DGSE et dirait que l'organisation viendrait de la DGSE. Je dis bien que je ne fais que rapporter les informations qui sont très fraîches, qui sont de ce matin. Donc ces informations qui ont été interceptées viendraient donc de la DGSE et auraient demandé donc aux commanditaires qui se trouvent donc en Centrafrique après l'attentat devait être également on va dire déposé ou mis en évidence des informations pour qu'on puisse faire le rapprochement au niveau du SBU. Sauf que Wagner a pu intercepter donc ces renseignements
et donc a pu faire le lien que l'organisation aurait été donc préméditée et commanditée par la DGSE française, donc les services secrets français, et en gros, si vous l'avez compris, la DGSE aurait donc réalisé cet attentat et après aurait demandé au commanditaire de dire que c'était le SBU. Et visiblement, donc la DGSE et le SBU, donc ukrainien, auraient organisé cet attentat, ce qui est extrêmement grave. Et ces informations sont que la France, donc les services français du auraient un attentat contre une personne officielle, tout en organisant, si vous voulez, en disant que c'est le SBU derrière. Donc voilà les infos que j'ai actuellement. Donc je peux vous confirmer de ce que j'ai que Wagner a bien intercepté donc des informations qui étaient envoyées donc aux commanditaires, aux organisateurs de ce colis piégé en Centrafrique et qui mettraient donc en cause la DGSE française et le SBU. C'est des informations donc qui sont extrêmement graves. J'attends surtout la suite. Normalement, Wagner devrait bientôt, mettre en ligne ou dévoiler justement ces informations codées qui ont été interceptées et qui met en cause la DGSE. Ce sont des informations très graves, très sensibles, même pour le Centrafrique et pour tous les Africains. Ça voudrait dire que maintenant la France donc agit donc en sous-marin pour créer des attentats avec l'aide, si je puis dire, donc du SBU. Mais ce sont donc des attentats, notamment l'attentat de Dimitri contre un officiel russe. Donc c'est très clair. Hein. Si vous prenez les choses objectives, les choses sont vraiment très très claires. Et c'est pour moi, vis-à-vis même par rapport au Donbass, etc., tout cela va faire que engendrer des problèmes politiques et même au niveau de la guerre. Cela ne va pas du tout faciliter justement l'arrêt d'envoi de ces armes à l'Ukraine. Temps de permettre à Monsieur Adrien Bouquet, voilà, d'assurer une bonne liaison avec nous. On va poursuivre, Monsieur Ngouti Béhanzin. C'est quoi la suite, en fin de compte? La suite, si je peux compléter quelque chose suite à l'intervention de mon camarade Adrien, je souhaite rappeler aux spectateurs qui nous écoutent que c'est quasiment la même méthode utilisée contre Daria Dugin. Souvenez-vous, je vous avais révélé sur Afrique Média qu'elle avait été tuée avec l'aide et la préparation de la DGSE et des services du SBU. Pourquoi Daria Dugina avait été tuée? Elle avait été tuée parce qu'elle était sur le point de révéler des documents prouvant l'aide apportée par les services de renseignement à la DGSE aux services ukrainiens qui ont bombardé un camp militaire où se trouvaient des prisonniers ukrainiens qui sont morts après le bombardement par les lance-roquettes HIMARS fournis par les États-Unis. Et après le bombardement du camp militaire, il y a tellement eu beaucoup de décès que la DGSE, pareil, avait demandé aux services ukrainiens du SBU d'accuser dans les médias, d'envoyer un communiqué dans les médias pour accuser Moscou et soi-disant Wagner, disant que c'est Wagner qui est responsable de l'attaque. Parce qu'il faut savoir une chose, la diplomatie française, l'État français est en guerre directe contre les éléments qu'il appelle des mercenaires de Wagner. Donc, si on regarde ce qui vient de se passer en Centrafrique, on voit que c'est les mêmes méthodes, les mêmes procédés et quasiment les mêmes personnes qui sont visées. Parce que pour la France, l'ennemi juré de la France, de la diplomatie française, des services de la DGSE française, c'est soi-disant les Wagner. Parce que l'humiliation subie au Mali, selon eux, c'est à cause de Wagner.
et en Centrafrique, où ils annoncent que les dernières troupes françaises ont quitté la Centrafrique il y a 48 heures, et le lendemain, il y a eu l'attaque contre le diplomate russe proche de Wagner. Donc quand on regarde bien, on voit que ce sont des personnes, des cibles qui sont, comment dire, vraiment dans l'œil préparé, et l'objectif de la France est clair, c'est on attaque, on fournit des armes à l'Ukraine pour attaquer la Russie, et de l'autre côté, les États-Unis ont chargé les services de la DGSE de mener des attaques pour cibler les éléments qui soutiennent ou qui sont considérés comme des cibles potentielles dans la soi-disant, entre guillemets, propagande pour l'influence russe sur le continent africain. Et c'est pour ça que je dis que les procédés, les méthodes utilisées ici, on voit clairement que ce sont des méthodes très bien connues. Hein? La sœur Linda a eu le temps de rappeler cela, mais nous, on appuie sur le fait que la DGSE, en ce moment, mène des actions clandestines en soutien préparé, aidé par les services SBU ukrainiens pour s'en prendre à des personnes. Et donc, ce qui s'est passé en Centrafrique est un message envoyé aussi en même temps au gouvernement centrafricain, aux responsables centrafricains et à tous les centrafricains ou africains qui soutiennent ou qui ne veulent pas se coucher et qui refusent l'hégémonie de la France et qui rejettent surtout l'impérialisme, le néocolonialisme français. Puisque dans la tête de la diplomatie française, de l'État français, c'est la Russie qui est responsable de sa propre décrépitude sur le continent africain, notamment en Centrafrique. Donc attaquer la Russie en Afrique, sur les territoires africains, est plus facile pour la France, pour la DGSE, que aller directement faire une guerre officielle contre Moscou, contre la Russie, sur le terrain de bataille en Russie. Donc ils viendront, ils sont en train de déporter ce conflit, ils sont en train de déporter leur mode d'action pour venir le faire directement sur les terres africaines, parce qu'ils le savent que l'Afrique n'est pas protégée, que le continent africain, les pays africains sont des passoires et que n'importe qui peut venir attaquer sur le continent africain. On le voit d'ailleurs avec le soi-disant terrorisme qu'ils sont en train de déverser sur le continent africain, au Sahel, au Mali, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso. Et quand on prend le mode opératoire de ces soi-disant terroristes qui attaquent en ce moment les pays africains, ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle pas les débuts de la conquête arabo sur le continent africain? C'était les mêmes méthodes quand ils ont attaqué pour envahir les terres africaines. Ils sont venus, ils ont commencé à tuer les Africains, ils ont commencé à piller l'or, les richesses des trafics sur le continent africain. Donc, ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain n'est qu'un remake de ce qui s'est passé pendant l'invasion, l'occupation des Arabos sur le continent africain, qui a donné lieu à des massacres, à des barbaries, à la castration du peuple africain. Et moi, je tiens à le rappeler que nous sommes en train de revivre la même chose, appuyés, soutenus en même temps par les Occidentaux, comme ils l'ont déjà fait sur le continent africain, parce que les Européens ont fait l'esclavage sur le peuple africain, parce que ce sont les Arabos qui sont venus envahir le continent africain, qui ont montré comment faire aux Européens. Et c'est le même schéma, ce sont les mêmes alliés, ce sont les mêmes personnes qui sont encore utilisées aujourd'hui pour attaquer le peuple africain. Vous m'entendez ou pas? Madame Linda Labawi, finalement, à qui profite le crime selon vous? Eh bien, celui qui n'a jamais voulu quitter le continent, aux colons. Il y a la France, il y a le Royaume-Uni, bien évidemment, avec le Commonwealth déjà, même si c'est une zone commerciale, il y a une présence. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, il y a Israël, qui est présente aussi sur le continent, mais il y a, à qui on a refusé d'être membre observateur à l'Union africaine.
il y a les États-Unis, bien évidemment. Et ça, il faut pas les oublier. Parfois, les États-Unis utilisent les autres pour faire le sale travail. Maintenant, historiquement. Est-ce que vous m'entendez? Je voudrais dire au revoir, excusez-moi. Ok, Adrien. Oui, attendez, je vais essayer de remettre l'image pour vous dire au revoir. Excusez-moi. Alors, Madame Linda Labaoui, toutes nos excuses. Oui, le temps de permettre à Monsieur, le temps de permettre à Monsieur Adrien Boquet de laisser un dernier mot avant de partir. Vous le savez si bien, se trouvant dans un contexte assez sensible, assez critique, on va permettre justement à notre invité, Monsieur Adrien Boquet, de dire un mot avant de sortir de ce plateau. En quelques mots, Monsieur Adrien Boquet, avant de remettre la parole à Madame Linda Labaoui. Mille excuses une fois de plus, Madame Linda Labaoui. Nous vous écoutons, Monsieur Boquet. Oui, vous m'entendez? Nous vous recevons, Monsieur Boquet. D'accord. On vient d'être bombardé pendant que j'étais en train de parler. Je suis désolé, je viens de remettre mon casque. Il faut que je parte tout de suite. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bon courage. On a reçu une dizaine de missiles à 50 mètres juste à côté de mon bâtiment. Les fenêtres ont explosé. Je vais essayer de vous faire des images pour vous les envoyer demain. Voilà. Mais je dois vous laisser. Je suis désolé. Hein. Bon courage également à vous. Bon courage également à vous, Monsieur Adrien Boquet. Merci. Et voilà. À coup sûr, Madame Vanessa Ngadikwa vous recevra dans le cadre de géopolitique internationale pour justement revenir de bout en bout sur la question même ou bien sur ce conflit russo-ukrainien qui ne cesse d'engendrer, on va le dire, un lot de répercussions. Alors, Madame Linda Labaoui, mille excuses encore, vous avez la parole. Eh ben, je disais, il y a déjà eu un antécédent entre des Ukrainiens et les services secrets français. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Français déportaient les Juifs de la France et le gouvernement Vichy était avec Hitler. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, en Palestine, à l'époque, eh ben, il y avait des Ukrainiens et des Russes, ils étaient, à l'époque, on les appelait les Israélites, ils étaient au même rang avec les Français contre les Anglais. Ils se battaient de cette manière-là. C'était du terrorisme avec du strass, avec des bombes, piéger des gens avec des bombes, envoyer des colis. Donc il y a déjà un passé commun entre des Ukrainiens et les forces françaises. Ils ont un passé commun. Et c'est très intéressant quand on voit qu'à cette époque-là, les Français déportent les Juifs, mais de l'autre côté, ils étaient ensemble pour aider les Israélites à créer l'État d'Israël, mais également chasser les Anglais et récupérer le canal de Suez. C'est bien de revenir à l'histoire, ça nous apprend beaucoup de choses. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous, en Afrique, qu'est-ce qui va nous arriver? Je pense qu'il n'y a que des bonnes choses. Encore une fois, il y a une prise de conscience générale. Tant que nous n'avons pas de leader, tant que chaque personne se représente elle-même et ne représente que sa voix, eh ben, il y aura moins de dégâts. Alors que dans les années, à partir des années 60, quand tous les pays africains ont eu leur indépendance, tous ceux qui ont voulu l'intérêt de l'Afrique, on a vu qu'ils étaient un danger, on les a éliminés les uns après les autres, en les empoisonnant, en faisant des coups d'État, en envoyant des tueurs. Donc ça, ils l'ont déjà pratiqué. Mais là, nous avons 1,3 milliard de personnes qui ont envie de retrouver la paix, la sérénité et se débarrasser de ces colons. Donc, est-ce qu'ils vont exterminer les 1,3 milliard? Il n'y a qu'avec une bombe nucléaire qu'ils pourront le faire. Et la bombe nucléaire, ils vont pas l'utiliser contre nous. C'est pas possible parce que ce sont nos richesses qui les intéressent. Et si jamais ils utilisent des bombes de telle sorte
et ben qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y aura une pollution et ils pourront rien voler du tout. Donc il va falloir être prudent quand même, hein, ça je le dis. Tout le monde doit être prudent. Moi, personnellement, j'ai pas peur. J'ai survécu à plusieurs AVC, à un cancer. J'ai survécu à beaucoup de choses. Et puis, je me dis, je suis musulmane, donc par ma religion, le jour de notre naissance, on sait très bien qu'on va mourir. Et s'il y a une vérité absolue dans la vie, c'est celle-là, c'est la mort. Personne n'est éternel. Donc, tout ira bien pour nous. Mais revenons à tout ce problème, à qui profite le crime. La France ne peut pas quitter l'Afrique. Elle ne veut pas quitter l'Afrique. Déjà, elle se sent, c'est comme un animal blessé. Et quand un animal est blessé, il est 10 fois plus dangereux qu'un animal normal. Parce qu'il y a déjà la douleur, il y a la méfiance, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, les Russes ont repris une revanche sur ce qui s'est passé par l'opération Safari Club. Aujourd'hui, les Russes ne sont pas revenus. C'est ça le gros problème aujourd'hui auquel est confrontés les États-Unis et leurs alliés. C'est que les Russes sont revenus par les peuples. C'est les peuples. Il faut jamais oublier que c'est les peuples qui sont sortis avec des drapeaux russes pour dire aux Russes, c'est vous, c'est avec vous qu'on veut travailler. Et ça, c'est un véritable danger pour les Américains, pour les Français, pour les Anglais également. Pas pour les Chinois, parce que les Chinois, ils sont dans un domaine en Afrique et puis les Russes sont dans un autre domaine. Mais pour ces colons, le plus gros danger, c'est que aujourd'hui, ce sont les peuples africains qui les réclament. Alors que dans les années 60, 70 et 80, c'était les gouvernements qui signaient des contrats avec la Russie, avec l'Union soviétique et qui travaillent avec l'Union soviétique. Et ils vont pas s'arrêter là. Ce n'est que le début. Et ce qui vient de se passer, je l'ai dit plusieurs fois, faut pas croire quand nos amis maliens étaient contents de voir la France, les troupes françaises partir. J'avais dit c'est le début de la bataille. Ce n'est que le début. Donc à tous les panafricanistes, je vous le dis, ce n'est que le début. Et ça va être très très rude dans les prochains temps, côté Ukraine, mais côté Afrique aussi. Madame Linda Labawi, nous sommes en train de refermer cette première thématique et à coup sûr le premier plateau. Un dernier mot, Madame Linda Labawi, le fondateur du groupe Wagner a souligné que le chef de la maison russe, avant de perdre conscience, a dit qu'il avait vu un message. Je vais lire en intégralité, du moins l'extrait qui a été communiqué par le fondateur du groupe Wagner. Je cite, c'est pour vous, de la part de tous les Français, les Russes quitteront l'Afrique. Fin de citation. Que devraient faire concrètement les dirigeants africains face à ce bouleversement de situation, on va le dire ainsi, du côté de l'Occident? Vous savez, le terrorisme est un ennemi fantôme. On ne le voit pas. On ne sait pas qui est notre ennemi. On a bien vu la personne qui a tué Daria Dugin, paix à son âme, c'était une jeune femme. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille en Algérie qui était dans la police et c'est un enfant de 13 ans qui lui a tiré dessus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est que le début de la guerre en Afrique. Et ça ne va pas s'arrêter là, ça va aller très très loin. Mais c'est quand on touche le fond, qu'on remonte à la surface, comme on dit. Il n'y a que comme ça qu'on pourra se libérer. La liberté, on peut pas l'acquérir avec un bouquet de fleurs. La liberté, on peut l'acquérir avec beaucoup d'efforts, avec du sang malheureusement, et puis avec la vigilance aussi, parce que on réclame la liberté, on n'est pas sorti chercher cette liberté pour mourir, c'est plutôt pour vivre. Mais si on doit y passer, on y passera. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a que comme ça qu'on pourra se libérer. La révolution algérienne, ça a été la plus importante de son siècle et du millénaire.
c'était 600 morts par jour. Est-ce qu'on se rend compte que c'est 600 morts par jour? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Algérie a une certaine souveraineté qu'aucun pays arabe ni aucun pays africain ne l'a. Parce que le prix de la liberté était très très lourd. Et la preuve en est que je sois toujours là, c'est que c'est pas fini non plus. Donc c'est un dur combat, un long combat, mais Inch'Allah, comme on dit, si Dieu le veut, on va réussir. Madame Linda Labawi, pour votre présence ce soir. Vous êtes analyste politique, mais également spécialiste des questions sécuritaires. Monsieur Ngouti, en quelques mots, pour refermer cette première thématique, que devraient faire les dirigeants africains, les chefs d'État africains, face à cette recrudescence, à cette multiplication d'attentats, de coups d'État déjoués du côté du continent africain? Ce que les présidents, ceux qui sont présidents, je précise, parce que la plupart sont des gardiens de camps de concentration. Alors, ceux qui sont réellement présidents et qui se soucient de l'intérêt de leur pays, de leur peuple, ce qu'ils peuvent faire, c'est de s'unir. Et je le répète ici, il faut que le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso donnent le cap. Il faut donner l'exemple. Je pense que ces pays que je viens de citer, les dirigeants de ces pays peuvent créer une fusion, peuvent déclencher le début d'un changement qui peut, toucher les autres présidents qui jusqu'à présent n'ont pas le courage de se lancer dans le bain. Il faut que le Mali, la Centrafrique, le Burkina se lancent. Il faut créer peut-être une coalition, une alliance militaire dans la sous-région entre ces trois pays. Qu'attend le Mali, la Centrafrique, le Burkina pour mettre sur la table une alliance militaire entre eux? Ça veut dire que quand un pays de ces trois est attaqué, c'est les autres qui sont attaqués. Il faut déjà commencer peut-être par là. Et ensuite, échanger les informations et taper du poing sur la table. Il faut tenir tête aux Occidentaux parce qu'en ce moment, ils ont besoin du continent africain. L'Afrique est le continent qui peut faire basculer l'hégémonie du monde entier, du monde occidental. Donc les yeux sont braqués sur le continent africain et il faut en jouer là-dessus pour s'en sortir. Et c'est ici, chers téléspectateurs, que nous refermons cette première thématique.